France et d'avoir déjà montré le dossier de l'actualité Poitou-Charentes. Je pensais le faire, donc c'est fait. Pardon, le lapsus, non, c'est les habitudes, ça va venir. Donc je vais parler de la mémoire épigraphique. L'épigraphie médiévale, c'est une spécialité du CESCM. Elle est née à Poitiers il y a 50 ans, j'allais dire aujourd'hui, mais quasiment, parce que c'est né en 1968-69. Et c'est donc l'étude des inscriptions médiévales, c'est-à-dire les inscriptions sont les textes gravés dans la pierre, le bois, le métal, peints sur les murs ou les vitraux. Et le CESCM a développé une triple activité dans ce domaine, l'enseignement, la recherche, mais aussi l'édition. Voilà, donc l'édition du corpus des inscriptions de la France médiévale, et qui porte sur le territoire français. Le sujet que je vous présente ce soir va complètement se délocaliser, puisque on va partir dans l'Orient latin, puisque le projet a été développé avec le Centre de recherche français à Jérusalem, qui est une des UMIFRE, c'est-à-dire une unité mixte des instituts français de recherche à l'étranger, qui sont copilotés par le CNRS et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, il y en a 27 dans le monde, vous avez la carte, et donc j'ai développé ce travail avec le CRJ à Jérusalem. Donc dans cette large thématique mémoire et temps, j'ai donc choisi de consacrer la présentation à la mémoire épigraphique des latins morts en Terre Sainte. Il manquait un adjectif dans le titre. Et le cadre chronologique, c'est celui ce qu'on appelle le royaume latin de Jérusalem, qui a été fondé à l'issue de la première croisade avec la prise de Jérusalem en 1099, et qui s'étend, pour utiliser les termes, la géographie actuelle, du sud de Liban au sud d'Israël, en comprenant les territoires palestiniens dans sa plus grande amplitude. Et puis qui s'est réduit à une seule bande côtière et à la ville d'Acre en 1291, quand tombe avec la chute de la ville d'Acre, et c'est la fin de ce royaume latin. Donc c'est sur 2 siècles, le XIIe et le XIIIe siècle. Et le sujet que j'ai choisi, cette mémoire épigraphique, elle fait écho à un champ de recherche connexe qui a été mis en valeur aussi pour les 80 ans du CNRS, jusque dans les couloirs du métro. Ce sont les fouilles archéologiques du cimetière d'Atlite, donc un cimetière croisé à proximité d'un château qui avait été confié aux Templiers. Et ce sont des fouilles menées par un collègue qui s'appelle Yves Glaise, qui est archéo-anthropologue à l'INRAP et à l'université de Bordeaux. Et ce sont des fouilles aussi menées en partenariat avec le Centre de recherche français à Jérusalem. Or, ce cimetière, il est absolument fabuleux. C'est un des mieux conservés dans l'Orient latin, puisqu'on trouve 2000 sépultures, à peu près. 2000 sépultures dans ce cimetière, avec des pierres parfois gravées, avec des croix, voire des outils, vous l'avez là sous les yeux, mais aucune inscription. Alors l'épigraphiste reste un peu désolé, mais on sait qu'il y a des traces d'enduit, donc potentiellement des inscriptions peintes, mais elles ne nous sont pas parvenues. Et donc j'ai dit 2000 sépultures, et pour vous donner une échelle, à peu près, sur le XIIe, XIIIe siècle, on n'a que 70 inscriptions funéraires qui sont connues. Donc c'est pas énorme, sur un total de 305 textes. Ces inscriptions, elles proviennent essentiellement de 3 villes, 3 pôles. La ville d'Acre, puisque c'est elle qui après va devenir la capitale du royaume au XIIIe siècle. La ville de Jérusalem, évidemment, mais c'est concentré sur un siècle, puisque Jérusalem est prise par Saladin en 1187. Et puis la 3e ville, c'est la ville de Tyr, donc dans le sud du Liban. Et donc 70 inscriptions, ça peut sembler peu, parce que d'habitude, le matériel funéraire fourni pour un épigraphiste, c'est à peu près entre 50 et 70% des textes. Donc là, on se rend bien compte que 70 sur 300, ça ne fait pas 70%. Et en même temps, c'est finalement un nombre pourtant important, par comparaison, même si ça va paraître certainement incongru,
L'État d'Israël représente 22 000 km. Si on ajoute le sud du Liban, on arrive à 25 000 à peu près, ce qui est l'équivalent de la région, l'ancienne région Poitou-Charentes. Alors pour le Poitou-Charentes, à la même époque, 12e, 13e siècle, on trouve à peu près 80 textes funéraires. Donc finalement, 70, 80, on n'est pas si loin. De plus, les morts de Terre Sainte n'ont pas forcément été enterrés là-bas, hein, in situ. Ils ont pu être rapatriés, et ça, on a des mentions en fait dans les épitaphes. L'exemple d'un duc de Bourgogne, Hugues III, dont l'épitaphe dit qu'il succomba à une mort glorieuse au cours d'une expédition en Orient contre les infidèles, d'où les restes de son corps ont été transférés en ce lieu. Et ce lieu, c'est en fait l'abbaye de Cîteaux. Donc on voit qu'en plus, les morts peuvent être rapatriés, ce qui fait chuter le nombre potentiel d'inscriptions. Dès lors, comment construit-on la mémoire des morts au royaume latin de Jérusalem? Comment dit-on, comment écrit-on cette mémoire? Et c'est à ces questions que je voudrais tenter de répondre rapidement, après vous avoir exposé avant la vraie difficulté en fait, de traiter ce type de documentation. C'est d'abord la conservation de cette mémoire sous les pouvoirs successifs, mamelouks, ottomans, les mandats français, anglais, la création des États du Liban et d'Israël, etc. Donc je vais partir à rebours chronologiquement pour revenir au Moyen-Âge. Donc comment a été gardée, conservée et traitée cette mémoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui? On peut distinguer trois manières et ce qui correspondent en fait à trois époques. La première, sont d'abord une mémoire retranscrite dès le Moyen-Âge par les pèlerins et les voyageurs, mais ce essentiellement pour les tombeaux des rois latins, qui étaient dans l'église du Saint-Sépulcre, juste à côté du tombeau du Christ. Et ça, donc, les pèlerins et voyageurs du Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, vont retranscrire donc, ces épitaphes. Et ce, jusqu'à quasiment sans solution de continuité, jusqu'à Chateaubriand, qui, dans son itinéraire de Paris à Jérusalem, donc en 1806-1807, va aussi les retranscrire. Et en fait, Chateaubriand est un des derniers à avoir vu ces tombeaux en place, en élévation même, puisqu'il y a un grand incendie qui touche le Saint-Sépulcre en 1808, et ces tombeaux disparaissent. Enfin, ils sont abîmés, et puis ils sont plus ou moins évacués, dit-on, par les Grecs orthodoxes qui en profitent voilà, pour les enlever du Saint-Sépulcre. Mais heureusement, on a aussi des témoignages, enfin des dessins, vous voyez, notamment d'un franciscain dans la première moitié du XVIIIe siècle, qui nous montre un peu la configuration de ces tombeaux. La deuxième façon de conserver cette mémoire, paradoxalement, c'est en fait leur emploi des matériaux. Là, par exemple, vous avez une image qui n'est pas très très belle, mais c'est l'inscription de Jean de La Rochelle, qui a en fait été découpée en deux pour servir de marche d'escalier, et pour deux escaliers différents. Mais ces deux escaliers à Jérusalem, deux marches ont été retrouvées, et l'inscription a pu être recomposée. Et cette manière de réutiliser les matériaux, je disais, est extrêmement fréquente. Et les croisés eux-mêmes font ça, puisque par exemple, là vous avez l'inscription de Gauthier de Ménabeuf qu'on trouve maintenant au musée de Cluny. Vous voyez que derrière, en fait, c'était un chancel, la barrière de chancel d'une église byzantine. Ou encore là, une inscription donc arabe, une inscription fatimide, qui est récupérée par les croisés et sur lesquels ils vont graver des armoiries. Donc c'est tout à fait courant. Et puis lors des dernières campagnes de fouilles, il y a 10-15 ans à Acre, les archéologues ont aussi retrouvé des petits morceaux de marbre inscrits en grec, en arabe, en latin, et qui étaient en fait débités, ils avaient tous à peu près le même format pour être revendus, donc réutilisés. Et le marbre en fait a souvent disparu, puisqu'on sait qu'à l'époque ottomane, la pierre, en particulier le marbre, était brûlé pour faire de la chaux. La chaux, c'est donc l'oxyde de calcium qui est obtenu par calcination normalement du calcaire, mais on pouvait aussi brûler le marbre parce que ça donnait une chaux plus blanche. Donc elle était recherchée, ce qui peut expliquer la disparition des pièces aussi.
Enfin, troisième façon, et là on arrive à l'époque contemporaine, c'est au début de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'archéologie va se développer en Palestine, alors avec beaucoup d'engouement, vous savez, c'est cette grande vague orientaliste, mais pas vraiment pour l'époque médiévale, beaucoup plus pour vérifier l'histoire biblique, d'autant plus récemment mise en cause par les théories de Darwin. Donc les communautés religieuses vont s'installer, notamment les dominicains qui vont fonder l'école biblique et archéologique de Jérusalem, et puis les consulats occidentaux vont aussi favoriser toute cette recherche, ils vont même créer leur propre petit musée. Et les premiers à s'intéresser aux inscriptions médiévales sont deux grandes figures, Melchior de Vogüé, qui est un archéologue et diplomate français, et puis Charles-Simon Clermont-Ganneau, qui est avant tout lui un homme de terrain, qui est vraiment un épigraphiste. Il va nous laisser beaucoup d'estampages, donc c'est extrêmement précieux. Et puis lui, il maîtrisait toutes les langues locales. C'est vraiment le portrait parfait de l'orientaliste diplomate du 19e. Pour vous montrer un peu le type de découverte. Donc là, ce ne sont pas vraiment des fouilles archéologiques, mais c'est une tombe qui est trouvée juste devant le Saint-Sépulcre. C'est la tombe de Philippe d'Aubigné, qui était le précepteur d'Henri III, roi d'Angleterre. Donc juste vraiment sur le parvis du Saint-Sépulcre, juste devant la porte. Et puis beaucoup de pièces trouvées par les archéologues de cette époque-là sont venues enrichir le musée du Louvre, les collections du musée de Cluny, et même certaines collections soit privées, ou bien beaucoup plus loin, l'université d'Oslo, aussi quelques pièces, ou encore le Sémitic Museum à Harvard. Et les fouilles continuent aujourd'hui, sous l'égide de l'Israel Antiquities Authority, notamment à Acre, au château de Montfort, au château de Belvoir. Alors ce sont surtout les grands châteaux qui sont fouillés, mais on trouve encore pas mal d'inscriptions, puisque depuis 1974, entre 20 et 25 nouvelles inscriptions ont été retrouvées. Donc c'est assez important. Alors si on revient maintenant au Moyen-Âge, pour vous dresser un petit peu brosser un peu le portrait, le panorama plutôt de la société levantine, il faut voir qu'elle s'est créée donc, petit à petit et dans une grande diversité. Il y a une diversité religieuse d'abord, puisqu'il y a des catholiques, des musulmans, des Grecs orthodoxes, des Juifs et tous les chrétiens d'Orient avec toute leur diversité. Une diversité ethnique, des Francs, des Arabes, des Kurdes, des Turcs, des Syriens, des Arméniens, etc. Et une diversité évidemment sociale, des paysans jusqu'aux nobles. Et à l'intérieur de la communauté latine elle-même, ce qu'on appelle la communauté latine, c'est en fait ceux qui utilisent l'alphabet latin pour écrire, mais ça peut être des langues différentes, et surtout ceux qui sont au niveau religieux de rite latin. Eh bien, cet ensemble n'est pas du tout homogène. On va distinguer, par exemple, ceux qui sont nés en Terre Sainte. On va les qualifier de poulains. Donc, ils sont un peu à part. Donc, vous voyez que c'est une grande diversité. Donc, on peut se poser la question, dans cette société, qui est digne de mémoire et sur quel support va-t-on la graver? Donc, évidemment, ce sont souvent les personnages de haut rang qui vont bénéficier d'une épitaphe. Je le disais, les rois qui sont au Saint-Sépulcre, il faut noter qu'il y a les reines, elles sont inhumées dans le tombeau de la Vierge, à côté du tombeau de la Vierge, mais pour elles, on n'a aucune épitaphe, on n'a pas de traces écrites. Il y a aussi les hauts dignitaires ecclésiastiques, des évêques, des abbés, des supérieurs, des ordres religieux, donc les templiers, les hospitaliers, des chevaliers, des pèlerins nobles et des artisans. Et on a la chance de connaître 45 noms de défunts sur les 70 inscriptions, ce qui permet un peu d'identifier leur origine, même si c'est un critère qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Donc d'où viennent nos défunts, si on peut dire ça comme ça? Il vient de France. On a par exemple un Drogo de Bussy, qui est un pèlerin picard, Jean de la Rochelle, j'en parlais tout à l'heure, Pierre de Campagnol, ça renvoie au Languedoc, ou encore des défunts qui viennent des villes républicaines, des républiques marchandes italiennes. On a un chevalier de Milan, un chevalier qui vient d'Amalfi, au sud de Rome, c'était une république maritime très importante, ou encore de Lucque en Toscane. On a, je le disais tout à l'heure, Philippe d'Aubigné, il vient d'Angleterre, ou encore des pèlerins allemands, ou bien ce que je vais appeler des autochtones, des orientaux, comme par exemple Roger de Sayette. En fait, Sayette, ça renvoie à Sidon. Ou encore, on voit d'après les noms qui sont des formes francisées de l'arabe que l'on a affaire à des orientaux.
On verra un exemple tout à l'heure. Donc une communauté variée et puis et des supports tout aussi bigarrés pour répondre à cette diversité. On a à la fois des très grands tombeaux en bâtière, vous avez vu l'image tout à l'heure, pour les rois au XIIe siècle. Le tombeau de Godefroy de Bouillon, par exemple, fait plus de 2,40 m de long, donc c'est vraiment une œuvre monumentale. Mais aussi des dalles plates, beaucoup plus simples. On a simplement 2 lignes d'épitaphes qui sont extrêmement brèves. Voilà, là, c'est une dalle plate aussi, mais en revanche, vraiment pleine d'écriture pour un des supérieurs de l'hôpital. Et surtout, ce qu'on appelle enfin, pas surtout justement, on n'a que quelques exemples de plates-tombes à effigie. Ces plates-tombes sont normalement, en Occident, le support, à partir du XIIIe siècle, le plus employé, qui se répand et qui va être utilisé en Occident jusqu'au XVIIe siècle. C'est le support pour une épitaphe. Or, dans l'Orient latin, plus précisément au Royaume latin de Jérusalem, on n'a que 3 exemples. Et c'est vraiment frappant. Je n'ai pas encore de réponse à cette question, si ce n'est la variété que j'essaye de montrer, mais en France, on aurait essentiellement ce type de support. Quoique ça peut dépendre des régions, peut-être que Manon pourra en dire un mot. Et puis on trouve aussi de toutes petites pierres, parfois de petits blocs. Vous voyez les dimensions entre 15 sur 16 cm, mais plutôt très bien gravés pour autant. Ou des supports beaucoup plus originaux, comme ces 2 pièces, avec un agneau sculpté ou encore une inscription funéraire qui est en forme d'arc. Donc, vous voyez ces supports très variés qui sont à l'aune même de la société levantine qui est très variée elle-même. Et donc là, c'est simplement un panorama que j'ai brossé, mais il faudrait vraiment pousser ces études sur tel ou tel support pour essayer de les comprendre. Et la difficulté, c'est que toutes les pièces qui ont été retrouvées ne sont généralement pas retrouvées vraiment in situ. Les pierres ont bougé, et notamment pour ces petits blocs, on ne sait absolument pas d'où ils viennent, s'ils étaient dans les murs, ou dans une église, etc. Donc c'est assez difficile à resituer. Maintenant, quand on veut garder la mémoire d'un mort, finalement, que dit-on? Quels sont les éléments structurants de l'épitaphe? Si je reprends celle que j'ai montrée dès le départ, l'épitaphe de Philippe d'Aubigné, on voit qu'il y a 3 voire 4 éléments structurants, même si aucun n'est obligatoire. C'est à la fois le nom du défunt, évidemment, un verbe ou une formule qui va dire le décès. Donc là, on a le hic diaquette, donc ici j, et on pourrait en avoir d'autres, le obiit ou trespassat, j'ai fait une petite faute. Ensuite, une prière pour le repos de l'âme du défunt, donc prière habituelle, le cuius anima requiescat in pace. Et puis la date du décès. Et là, vous voyez que dans cette épitaphe-là, par exemple, elle n'apparaît pas, mais elle pourrait tout de même apparaître. Mais comme je l'ai dit, aucun des éléments n'est finalement obligatoire. Il y a beaucoup de variantes. Et à côté de ces éléments tout de même structurants, on va trouver des éléments plus personnels ou plus élaborés. Et on a donc quelques épitaphes qui vont décrire les circonstances du décès. Là, par exemple, vous avez sous les yeux celle du maréchal templier Hugues Salomon de Quilliou, qui était d'origine bretonne, et qui va mourir sous le coup d'une catapulte. Alors, ce n'est pas extrêmement courant, et donc l'épitaphe va vraiment relever la chose. C'était lors du siège d'Ascalon. Ascalon, c'est une ville qui est sur le littoral israélien, entre Tel Aviv et Gaza, si vous voulez. Et l'épitaphe est particulièrement bien rédigée, avec des vers et des rimes. Je vous lis juste la traduction. Donc, le maréchal Hugues Salomon de Quilliou, preux-chevalier de l'insigne milice du Temple, guerrier courageux, assaillant intrépide, redoutable aux ennemis, humble avec ses compagnons, terrassé par la pierre d'une catapulte, a été enseveli et est enfermé dans cette tombe sous l'inscription qu'on peut lire. Vous voyez que la dernière phrase, en plus, propose une mise en abîme où l'inscription se renvoie à elle-même. Et ce détail, en fait, est assez important pour les historiens et les archéologues, puisqu'on sait que ce siège d'Ascalon contre les Fatimides, on avait une construction d'un engin de siège, une immense tour de bois, effectivement, roulante,
recouverte de cuir pour échapper aux flammes, et dont la hauteur normalement était suffisante pour dominer les murailles. Donc ça renvoie à quelque chose de très précis, et c'est un détail intéressant. Et puis c'est un des rares textes poétiques retrouvés également. Enfin, il y a d'autres éléments qui viennent donner un peu de couleur au texte. C'est le cas des formules. Là, vous avez sous les yeux la pierre pour Pierre de Campagnol, et notamment avec une formule très intéressante qui est à la fin. Je vous la donne simplement en français. « Ô toi qui me regardes, ce que tu es, je le fus, ce que je suis, tu le seras. » Or, on sait que Pierre de Campagnol, c'est un hospitalier. Campagnol, c'est dans le Languedoc, il y a une commanderie dans le Languedoc. Et si on arrive à resituer les autres inscriptions funéraires en France qui ont cette même formule, on voit que c'est toujours dans le sud. Donc là, c'est comme si la formule s'était transférée en Orient, et en tous les cas, il y avait une mémoire épigraphique réellement qui se transférait là-bas. Enfin, il y a aussi le choix de la langue qu'il faut prendre en compte, et jusqu'au milieu du XIIIe siècle, le latin va être la langue dominante pour tous ces textes, en Orient comme en Occident. Et puis c'est vers 1250 que se produit un basculement linguistique, où la langue vernaculaire va prendre place sous l'impulsion des laïcs sur les tombes. Et l'Orient latin est vraiment intéressant à ce niveau-là, puisqu'on va avoir vraiment une rupture, à peu près aux environs de 1250. On passe vraiment au français. Donc toute la fin de la période va être, toutes les inscriptions de la fin de la période sont en français. Et le français a dans cette région-là un statut vraiment particulier, puisque ça va être finalement là. Je vous ai parlé de la variété, la diversité des personnes de cette société, et ça va être la langue commune. Donc une langue, même pour les Italiens, pour les Anglais, pour les Allemands, ils vont écrire en français et avoir leur épitaphe en français. Donc c'est la langue qui va être dominante à l'époque. Donc là, vous avez deux exemples sous les yeux, normalement, qui viennent l'une du musée du Louvre, l'autre du musée du Cluny. Et je reviens sur la petite pierre là, qui vient du musée du Louvre pour Jacques Les Abonnies. Et je vous le disais tout à l'heure, on peut sentir par les noms utilisés l'origine des défunts. Et le cas de Les Abonnies, en fait, ça vient de l'arabe al-saboni, et ça voulait dire le savonnier. Donc c'était un marchand de savon. Donc là, on sait que c'est un oriental, un autochtone, pour qui a été fait la pierre. Donc pour conclure sur cette mémoire épigraphique des latins de Terre Sainte, je le disais, elle est d'abord largement à défricher. C'est un projet de recherche qui commence, qui est en cours, en lien avec les archéologues, notamment les archéologues israéliens, et puis, vous l'avez vu là, pour le cimetière d'Atlit, aussi des laboratoires français. Les découvertes archéologiques sont finalement nombreuses ces dernières années, elles continuent. Là, tout récemment, une inscription a été retrouvée à Jérusalem, et elle date de la fin du XIIIe siècle. Alors, normalement, vous avez vu la carte, il n'y a plus de francs à Jérusalem à cette période-là. Donc ce sont vraiment des découvertes importantes pour lesquelles il faut continuer de travailler. Et puis, cette diversité que l'on voit dans les inscriptions, elle est aussi corroborée par d'autres études, notamment une étude génétique qui est sortie il y a juste un mois d'une équipe de Cambridge qui avait fouillé à Sidon à partir de sépultures du XIIIe siècle, un petit groupe d'une vingtaine de défunts, et qui montre bien qu'on a à la fois des personnes vraiment d'Occident, des gens de l'Orient, et puis des personnes mixtes. Donc le recoupement, je pense, une étude pluridisciplinaire sur ce type sur les défunts, sur le monde funéraire en Orient est à faire, et les inscriptions peuvent apporter beaucoup. Merci. Peut-être ces questions maintenant, et voilà.
Merci beaucoup Estelle, c'était passionnant. J'ai plein de questions, mais je vais peut-être être courte. Mais pour répondre, enfin, essayer de poser une nouvelle question sur ton interrogation sur la présence d'effigies, je me demandais si c'était pas lié aux artisans qui, dans un contexte quand même en partie musulman, j'imagine, étaient peut-être moins familiers ou moins favorables au fait de graver ce genre d'image, de représentation. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as envisagé. Si, oui. Si, tout à fait, ça peut être une des réponses. Mais quand même, ça reste étonnant. Enfin, non, parce que c'est fait. Là, elles sont même faites pour des latins. Les sépultures musulmanes sont complètement différentes. Voilà. Et de plus, à Chypre, il y en a énormément. C'est essentiellement des plats de tombe. Mais plutôt donc, dès la chute d'Acre, donc vraiment fin XIIIe siècle, et tout le XIVe et un peu le XVe siècle. Donc ça reste étonnant. Moi, j'ai plus pensé à un problème de coût aussi. Et puis, les plats de tombe, ce sont des grandes pierres, donc à la taille d'un défunt. Donc ça peut jouer, d'où aussi l'explication des petits blocs à moindre coût, plus facile. On est quand même pendant les 2 siècles en période de guerre, donc ça reste assez difficile. Ouais, il y a des questions de transport aussi, c'est compliqué de transporter une dalle de 2 mètres de long. Pour l'étude de ce genre d'objet, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des bases numériques de toutes ces stèles qui vous permettent de travailler dessus à distance et les partager entre chercheurs? Ou est-ce qu'il faut se déplacer dans les musées ou travailler uniquement sur des photos prises par quelqu'un d'autre? Là, moi, je commence juste. En fait, je me suis rendue pendant 3 mois en Israël pour aller toutes les voir. Parce que même si on travaille sur photo ou sur un très bon rendu, il faut quand même se rendre compte personnellement. Et puis, donc voilà, en prenant mes photos personnelles, l'idée c'est d'avoir des photos comme on le fait au CESCM avec un professionnel, puisque les inscriptions sont difficiles en fait à prendre en photo. Sur pierre, c'est un jeu de lumière, d'ombre et de lumière, donc qui demande des éclairages différents, un peu longs à mettre en place. Et puis, on travaille aussi beaucoup maintenant sur les techniques, dans le sens où comment dire, c'est pas seulement l'inscription, mais tous les détails techniques pour voir comment elle a été gravée, etc. Donc ça demande de très bonnes photos. Donc, pour répondre à votre question, là pour l'instant, je les ai à la fois vus et en même temps, j'ai travaillé sur mes clichés et des clichés qu'on m'a envoyés, mais l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, effectivement. Et de refaire en fait tout un corpus avec une édition numérique.